Moi, j'ai joué un homme qui, j'ai l'impression, ressemble à beaucoup d'hommes. Et je pense d'ailleurs que beaucoup d'hommes peuvent se reconnaître dans ce personnage. Ça, c'est Vincent Cassel, au micro d'Allociné en 2015, à propos de son rôle dans le film de Mai Wen, Mon Roi. La première fois que j'ai vu ce film, j'ai été happée, absorbée même. Je ne savais pas vraiment pourquoi. C'était la réalisation, les punchlines de Lou Garrel, la performance d'Emmanuel Berco, ou peut-être les phrases de Giorgio, ses excuses, ses gestes, cette façon de séduire puis de se fermer. Tout cela me semblait étrangement familier, comme si j'avais déjà croisé ces comportements, comme si je les avais frôlés, mais sans jamais les reconnaître pleinement. Non, parce que moi je suis pas un connard, je suis le roi des connards. Je l'ai entendue cette phrase, et comme le personnage d'Emmanuel Berco, Tony, je l'ai prise pour une blague. Mais en fait, c'était un avertissement. Elle est victime de sa passion pour cet homme, mais elle n'est pas victime de cet homme. C'est-à-dire, ils sont tous les deux en fait dans une relation de telle dépendance de l'un envers l'autre qui pour moi est très proche de l'addiction à la drogue. En fait, on n'arrive pas à s'en sortir et on sait que ça nous fait du mal et que ça nous détruit, mais on ne peut pas s'en défaire. Voilà, c'est la tragédie de ce film, c'est que c'est deux personnes qui s'aiment mais qui n'arrivent pas à vivre ensemble. À sa sortie, le film a été décrit comme une histoire d'amour passionnel entre deux êtres forts, liés par un amour fou, destructeur mais sincère. Comme si la douleur était la preuve ultime du romantisme. Je me souviens d'un film similaire sorti en 2006 avec Sarah Forestier et Nicolas Duvauchel. Il était présenté pareil, deux personnages intenses, liés par un amour néfaste. Sauf que, en fait, je suis pas d'accord. 10 ans après la sortie de Mon Roi, moi, ce que je vois, c'est un homme abusif. Jamais physiquement, mais verbalement, psychologiquement. Je vois une femme non pas tomber amoureuse, mais tomber sous emprise. Pour cet essai, je me suis informée grâce à différents podcasts, comme d'habitude, mais aussi le livre de Landy Bancroft, un thérapeute qui a travaillé pendant plus de 15 ans auprès d'hommes violents et maltraitants. Dans son livre « Pourquoi fait-il ça ?», il expose leur mode de pensée, afin d'aider leurs partenaires à reconnaître les techniques de contrôle et de dévalorisation dont elles sont victimes. Ce livre a été très enrichissant et m'a permis de mettre des mots sur plein de comportements que j'ai vus, entendus ou qu'on m'a racontés. Il est assez facile à lire, et du coup je vous le conseille, si ce sujet vous intéresse. Comme d'habitude, je mets toutes mes sources en description. Enfin, trigger warning, cette vidéo va parler de violence psychologique, physique et sexuelle, mais aussi de viol et de suicide. Si ces sujets sont trop éprouvants pour vous, n'hésitez pas à quitter cette vidéo et aussi à faire attention à qui pourrait l'entendre. Dans tous les cas, prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Le contrôle coercitif est une forme insidieuse et continue de violence, souvent dans un contexte conjugal et principalement constitué de micro-agressions répétées au quotidien. Il peut inclure des incidents de violence et des stratégies de contrôle, moins visibles, notamment le gaslighting, la manipulation, l'isolement, les promesses non tenues, l'alternance violence-tendresse, tout destiné à prendre le pouvoir sur l'autre. Dans Mon Roi, Giorgio, interprété par Vincent Cassel, n'est pas seulement charismatique, il est aussi un homme méthodique. Au début, il séduit Tony. Emmanuel Berco a d'ailleurs remporté le prix d'interprétation à Cannes pour ce rôle. Il la séduit avec une intensité désarmante. Il lui laisse son téléphone et son code, l'invite au mariage d'un proche, la met dans une position centrale et importante. C'est la phase du love bombing. Le love bombing consiste à bombarder la victime d'attention, de compliments et de promesses. C'est pour créer un lien émotionnel rapide, une dette émotionnelle en quelque sorte, pour s'en servir plus tard comme levier de contrôle. Je t'aime. Tu peux pas m'aimer tout de suite. On le retrouve le plus souvent dans les recrutements des sectes, mais il est aussi présent dans la sphère intime. Une relation fusionnelle au début, ça n'est pas forcément alarmant. Mais à un moment, dit-elle, il faut que ça évolue. Généralement, si la relation tient vers entre moins 9 et 12, statistiquement, la relation commence à bouger à quelque chose dans laquelle moi j'ai mon espace, toi tu as ton espace et après on a notre espace ensemble. Et les agresseurs ont du mal avec ce mouvement-là et donc vont tenter que les partenaires restent uniquement dans leur espace. Leur espace fusionnel, c'est pas notre espace, c'est leur espace. Tu fais partie de mon espace à moi. On sait aussi qu'ils sont égocentrés et donc le monde tourne autour de leurs envies, leurs besoins. Dans la relation entre Rose et son ex, c'est comme ça que l'emprise s'organise progressivement. À la base, il ne m'avait pas présenté toutes ces blessures, mais en fait, progressivement, ce qui s'installe dans la phase de couple passionnel, c'est que je viens répondre à toutes ces angoisses, en fait. Je viens apaiser toutes ces angoisses, je viens combler tous ses doutes, je viens lui donner confiance en lui, etc., etc. Donc, ce qui me dit tout d'un coup, c'est qu'il peut plus se passer de moi. Et en fait, paradoxalement, ça me flatte, je crois, que quelqu'un me dise « je peux pas me passer de toi parce que tu es nécessaire
à mon bien-être, à ma vie, à tout. Et c'est exactement ce qui se joue entre Giorgio et Tony. Leur relation devient fusionnelle très vite. Et elles vivent des moments forts, de grande joie. Les premiers jours, semaines, les premiers mois sont remplis de bonheur et de passion. Tout va très vite. À peine installées ensemble, elles attendent déjà un enfant, et elles se marient dans la foulée. Mais la phase lune de miel s'arrête brutalement par la tentative de suicide d'Agnès, l'ex de Giorgio. Tony est présente pour Giorgio, elle est un soutien moral, silencieuse, qui met ses besoins de côté pour le soutenir. Tony est maintenant enceinte et abandonnée par son mari. Elle essaye de partir une première fois, fatiguée par l'absence de Giorgio, qui commence par minimiser ses émotions. Je peux pas me quitter comme ça, juste parce que je suis arrivé un peu en retard. Juste parce que t'es arrivé un peu en retard, mais tu te fous de ma gueule, là? Non, je me fous pas de ta gueule. Tu crois pas une seconde que je te quitte juste parce que t'es arrivé un peu en retard? Tu parles pas sérieusement? Je pense que tu prends la décision ce soir, ou que tu as pris la décision ce Je soir. prends la décision ce soir de quelque chose qui est monté pendant de longs mois, pendant de longues semaines. Et j'ai été très patiente. Puis qui réussit à retourner la faute contre elle. Mais hier, c'était hier. Entre-temps, j'ai vu qu'en 2 secondes, tu peux te retourner et me traiter comme la dernière des merdes. Mais j'étais énervée, je t'ai dit excuse-moi. Oui, très bien, mais tu t'énerves souvent. Giorgio est un homme qui contrôle. C'est lui qui décide de faire un enfant. Tu vas me le faire, cet enfant, toi. Tu veux me le faire, cet enfant. C'est lui qui se jette sur le test de grossesse pour être le premier au courant. Attends, regarde Non, c'est moi qui regarde. C'est lui qui décide du prénom. Sinbad, c'est bien. C'est bien, Sinbad. Ok. Hein? Sinbad, alors? Bien qu'il ne hausse jamais la voix ou fasse de menaces, cette stratégie de contrôle est omniprésente dans leur relation. Dans leur première rencontre, Allez, viens, je te dis. dans le choix de ne pas porter d'alliance, je pense que Giorgio a fait pression sur Tony jusqu'à ce qu'elle cède. En fait, elle pourrait même croire que c'était sa propre décision, sans remarquer comment son agresseur l'a poussée à le faire. On n'en voulait pas. Giorgio réussit toujours à obtenir ce qu'il veut et garde Tony dans une position de soumission. Je dois m'occuper d'elle. Et rien ne m'arrêtera. Lorsqu'il lui annonce qu'il va se prendre un appart tout seul pour décompresser, il lui fait croire que c'est de sa faute à elle. Mais 24 heures sur 24 avec toi, je peux pas. Lorsqu'elle demande le divorce et qu'il voit qu'il ne peut plus rien faire, encore une fois, il rejette la faute sur elle. Tu te rappelles quand même que c'est toi qui es venu me chercher. Moi, je suis venue te chercher. T'as bien vu que j'étais un mec avec des potes, avec des bouteilles, tu m'as vu. Tu m'as calculé quand même. T'es une avocate. Et va même jusqu'à augmenter le niveau de violence. Arrête, Giorgio, arrête. Car oui, n'oublions pas que conduire de manière dangereuse pour faire peur ou intimider son ou sa partenaire, c'est de la violence conjugale. Giorgio transforme la souffrance de Tony en faute, son retrait en trahison. A couple of other things I really watch people to look for is, does he make her responsible for his actions? Because that's something that even if she has some mental health issues and so she's wondering, like, am I distorting this? It's like, well, that's something very concrete she can look at. Does she complain about things that he did and he says, well, you caused me to do those things? Well, that's got to be a big flashing light right there. Well, you made me so angry, or you made me this way, or you made me that way. It's like, well, that doesn't justify his actions. Someone can make you feel things, but they can't make you do things unless they, put you in danger. You're hurting me. Oh, I'm hurting you. Can we talk about how much you hurt me? Après leur séparation, cette dynamique persiste. Lorsque Tony décroche une opportunité professionnelle majeure, Giorgio s'agace car il n'est plus le centre de son attention. Je sais pas si tu te rends compte. Bah si, c'est génial. Ça va être un énorme procès d'assises. C'est un cas bien juteux, quoi, comme on dit. C'est ça, oui. Eh ben c'est bien, c'est génial. Quand il n'a plus accès à son espace personnel, il envahit son espace professionnel. Giorgio est incapable d'être heureux pour elle, que ce soit pour le travail ou pour ses relations amoureuses. Tu peux me le dire? Oui, hein? j'ai un mec. T'as un mec? Oui, j'ai un mec. Il essaye de reprendre sa position de contrôle, en l'insultant au passage. Et toi, t'es au courant que tu n'as plus d'emprise sur moi? Tu fais ce que tu veux avec ton cul. Mon fils n'a pas à avoir un rapport avec un homme que je n'ai jamais rencontré. Dans chacune de ces situations, Giorgio cherche à garder la main sur Tony, quel que soit le stade de leur relation. Un autre signe que Giorgio est abusif, c'est sa manipulation. On entend souvent le mot gaslighting. Moi-même, je l'emploie souvent, et d'ailleurs pas toujours de la bonne manière. Donc là, on va l'expliquer pour de vrai, comme ça la prochaine fois que je dis de la merde, vous saurez direct. Ce terme vient d'une pièce de théâtre, Gaslight, datant de 1938, où un mari cherche à persuader son épouse qu'elle devient folle. Il manipule et déplace des objets de leur environnement, et cherche à lui faire croire qu'elle commet des erreurs et qu'elle a une mauvaise mémoire lorsqu'elle pointe les changements. Le gaslighting prend le sens qu'on lui connaît en 1956, pour désigner les manœuvres utilisées pour manipuler la perception de la réalité de la victime. Le gaslighting vise à inverser le rôle coupable-victime. L'abuseur cherche à supprimer les réactions de défense de sa victime. Par exemple,
pour échapper aux sanctions qui lui sont dues, ce qui peut ensuite lui permettre de reproduire ses abus plus facilement. 15 minutes is pretty rude. You sure it was 15 minutes? Felt more like 10 to me. I'm sorry, are you gaslighting us right now? Lorsque Cassel dit « À aucun moment on le voit essayer de la manipuler », c'est faux. En fait, c'est faux. Giorgio instrumentalise les figures d'autorité pour renforcer son pouvoir. Je peux vous voir 2 minutes? Bien sûr, bien sûr. J'arrive. J'en ai parlé au médecin, il m'a dit que c'était une bonne idée. Il dévie les accusations d'infidélité en problème d'addiction. Je t'ai pas trompé. Non, je sais. J'étais avec une fille dans ce lit. Mais il s'est rien passé. J'étais drogué. Et même si cela est vrai, il utilise son addiction pour excuser son comportement. Or, même lorsque la maladie mentale ou la toxicomanie sont en cause, elles ne sont pas la cause même de la violence d'un homme envers sa partenaire, mais elles peuvent contribuer à la gravité de son problème et à sa résistance au changement. Pour fêter ça, on va faire une fête. On va partir en week-end. On va inviter tous nos potes. Cette alternance entre violence et tendresse, entre crise et promesse de changement, ce n'est pas nouveau dans la relation de Tony et Giorgio. À plusieurs reprises, après avoir fauté, ou lorsqu'il sent que Tony est sur le point de partir, il réapparaît, fait des gestes doux, des promesses. Il dit que c'est la dernière fois et qu'à partir de maintenant, ça ira mieux. Tu verras, ça sera mieux. Pour toi, pour moi, pour le bébé surtout. کی از این بازیات دست برمی‌داری؟ هر چی می‌خوای قبول. حجابم نخواستی نذار. من تغییر کردم. J'ai changé. You see, I'm not crazy, right? Because he's always trying to gaslight me. I don't want to argue about this. You see, this is why I don't believe you when you make all these promises and you're like, oh, let's get back together. You're the only person in the world I care about. You're a goddess and it's my fault for not treating you like a goddess. I promise, Maddie, I'll change, I'll grow, I'll be better. I don't deserve you, but I love you. Please, when I go to college, move with me, marry me, have my babies. La proie n'est pas une andouille qui se laisse prendre parce qu'elle a un défaut cognitif ou émotionnel. C'est quelqu'un de tout à fait cortiqué, voire même un peu plus que la moyenne. Souvent, pas systématiquement, mais souvent. Et donc, dès qu'elle commence à en avoir ras-le-bol, parce que les destructions, les dévalorisations, les dénigrements s'empilent, elle commence à penser à partir, à arrêter là les frais. À ce moment-là, le prédateur, qui a une intuition très fine, l'intuition des psychotiques, on en reviendra souvent, hein, il a une très fine intuition, on voit bien ce qui se passe, et hop, refait un petit coup de séduction. Et donc la proie, qui a dépensé des trésors de bienveillance, amour, tout ce qu'on voudra pour apaiser le prédateur, se dit donc ça marche. Et donc elle reste, ça peut durer des décennies. Hein. Et ça, c'est l'un des cycles de l'emprise. C'est ce qu'on appelle le lien traumatique. Selon les psychologues Donald Dutton et Susan Painter, il fonctionne ainsi. Un processus en 3 phases peut expliquer le cycle intermittent de récompense et de punition. Au cours de la première phase, la tension augmente progressivement, suivie dans la deuxième phase d'un incident de violence explosive, puis au cours de la troisième phase, d'une expression pacifique d'amour et d'affection de la part de l'agresseur. La nature récurrente et cyclique de ces phases donne lieu au lien traumatique. You know, this was my first real relationship and we're living together. And we're 17. Yeah, mine too. And I didn't know what a good, like, I knew this wasn't good. But I just thought this was how life is. This is what happens. This is what your boyfriend does. And defend yourself and hope that you don't get hurt too much and hope that maybe you can de-escalate it. Je pense que, par ailleurs, c'est quelqu'un qui préservait beaucoup notre sociabilité de couple. Donc, à l'extérieur, quand on était en vacances avec des amis, les gens ne voyaient pas. C'était vraiment dans l'intimité. Typiquement, les engueulades, c'est quand on est rentré à la maison après une soirée, qu'il n'y a plus que nous deux dans un appartement. Là, c'est le terrain parfait pour qu'il y ait lieu à une engueulade, et ça dure, et c'est dans ces moments-là. Donc, mes amis ne s'en rendaient pas compte. Je ne donnais pas grand-chose non plus. Vraiment, ça va, oui, ça va. Et ça se passe comment? Ça va. Il y a des moments difficiles, mais là, ça va mieux. C'est vrai qu'on a passé une période un peu chiante, mais là, c'est cool. Et évidemment que l'entourage ne le voit pas. Les hommes abusifs sont souvent très charmants en public et dénigrants en privé. Bancroft distingue 10 types d'hommes abusifs. Et Giorgio a plusieurs points communs avec chacun d'eux, mais je ne vais en relever que quelques-uns.
Giorgio est ce qu'appelle Bancroft un water torturer, le tortionnaire de l'eau. Bancroft le définit comme un homme toujours calme, qui utilise même ce calme comme une arme contre sa partenaire, pour l'agresser psychologiquement sans jamais hausser la voix. Il utilise le sarcasme, la tourne en dérision, fait des remarques blessantes ou cruelles dans le but de la pousser à bout. Et lorsque sa victime éclate enfin, en sanglots ou de colère, et se met à crier, alors il peut se placer en position de victime, en disant « Tu vois, c'est toi qui m'agresses, c'est toi qui crie et qui est irrationnel ». Souvent ces scènes se passent devant des amis, des proches, qui ne voient pas toutes les micro-agressions que la victime subit et qui du coup passent pour la folle, et lui pour la victime. Ah, Tony, c'est bon, non, Tony, c'est pas bon, Tony. Tony, elle en a marre. Avec le procès de Johnny Depp contre Amber Heard, on a eu cette mise en avant d'un nouveau terme. L'abus mutuel, c'est l'idée selon laquelle les membres d'un couple sont tous les deux fautifs. Les travaux de Michael P. Johnson, professeur émérite en sociologie, expert reconnu en matière de violence domestique, différencie pourtant la violence réactive liée à une situation ponctuelle de la violence par contrôle coercitif. Il montre que certaines formes d'agressivité peuvent apparaître dans un couple sans pour autant être symétriques. L'un exerce un contrôle, l'autre réagit pour se défendre ou tenter de reprendre une once de contrôle. De nombreuses autrices et chercheuses, dont Swan et Snow et d'autres, ont commenté ces comportements réactifs des femmes. Gestes impulsifs, cris, jets d'objets, non pas pour dominer l'autre, mais pour interrompre une menace perçue, échapper à une escalade ou exprimer une détresse accumulée. Ce point ne minimise pas les actes commis, il les replace dans leur contexte. Une gifle ne dit pas la même chose selon qu'elle sert à installer la terreur ou qu'elle intervient dans une situation où la personne subit depuis longtemps intimidation, rabaissement ou pression. On ne peut pas mettre ces deux formes dans le même panier. Une même action n'a pas le même sens selon qu'elle vient d'une personne qui contrôle ou d'une personne qui tente d'échapper à ce contrôle. Alors attention, quand on parle de conflit mutuel ou d'abus mutuel, la dynamique est souvent profondément asymétrique. Même si on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé entre Heard et Depp, je vous conseille d'aller voir le documentaire de France TV, La Fabrique du mensonge, à ce sujet. Il est disponible gratuitement sur YouTube et je vous mets le lien en description. Un autre type d'homme abusif qui colle à Giorgio, et que j'ai noté et qui n'est pas forcément évident, c'est Mr. Right, Monsieur j'ai toujours raison. Voilà ce que dit Bancroft. Il semble considérer le monde comme une immense salle de classe, dans laquelle il est le professeur et vous êtes son élève. Il accorde peu de valeur à vos pensées ou à vos idées. Alors, il cherche à vider votre esprit pour le remplir de ses perles de sagesse. Simbad, c'est le marin, Simbad, c'est la mythologie, c'est le voyage. C'est bien Simbad. Elliot, ça fait petit intellectuel à la con. La supériorité de Mr. Right est un moyen pratique pour lui d'obtenir ce qu'il veut. Lorsque lui et sa partenaire se disputent au sujet de leurs désirs contradictoires, il transforme le conflit en une opposition entre le bien et le mal, ou entre l'intelligence et la stupidité. Il ridiculise et discrédite son point de vue afin d'éviter d'avoir à y faire face. Et Giorgio en sait beaucoup surtout sur ce qui est mieux pour Tony, et aussi sur la bouffe. Mais bon, après normal, vu qu'il est censé être cuisinier. On peut mettre de la truffe dans le chocolat chaud, faut en mettre très très peu. En général, il faut pas la mettre en copeaux. Il vaut mieux plutôt un peu la râper, tu vois. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est un petit serrano pourri qu'ils ont dû faire sécher genre 3 mois. Bah, pourquoi ils le vendent avec comme la du pâte à pain gras, rabougo, bellota, machin truc et tout. Après. Ils savent pas qu'ils ont à faire. Ah, exactement. Parce que moi, les bellotas, je peux te dire un truc. J'en ai passé quelques-uns. Écoute, meilleur, ça veut rien dire dans le caviar. En général, c'est la taille de la bille qui fait la différence. Et comme chacun sait, l'esturgeon, dont vient le caviar, vit dans la mer. Pas seulement. Mais notons comment elle réagit lorsqu'il s'avère qu'il a tort. L'esturgeon vit dans la mer, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il vit dans les deux habitats, en mer et eau douce. Très bien. Tiens, tu n'es qu'un gros tapin. Et c'est comme ça tout le temps. Giorgio la blesse, puis s'excuse. Giorgio la manipule, puis fait des promesses. Giorgio l'agresse, puis se fait pardonner. Tout au long de leur relation, Tony oscille entre gestes doux et insultes, entre passion et confusion, entre humiliation et déclaration d'amour, entre promesses et effondrement. T'aimes bien Simbad, toi, papa? Non, c'est pas un prénom. Moi, j'ai pas appelé ma fille Marie-Antoinette. Déjà. Je te présente la femme de ma vie. 12 seconds later. Je t'ai promené dans la rue. Pardon, excusez-moi. C'est l'emprise elle-même que vous nommez dans votre livre Ferrage. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est à ce moment-là que la victime commence à être isolée de son entourage? Oui, en fait, le ferrage, je le repère comme un moment relativement isolé dans le temps. Et alors, le ferrage stricto sensu, c'est quand on pêche, c'est le moment où l'hameçon rentre dans la chair du poisson et où donc le poisson ne peut plus se dégager ou alors se dégage en y laissant un morceau de sa joue. De la même manière, le ferrage dans l'emprise, c'est le moment où la proie ne peut plus
se défaire de cette relation sans y laisser des plumes. Alors j'ai coutume de dire qu'il vaut mieux y laisser des plumes que sa peau, mais on n'est pas toujours disposé à ça, surtout que la proie a le souvenir de la lune de miel précédente et va longtemps imaginer que c'est possible de le reproduire. Surtout que dans la 3e phase, il y a des moments où la lune de miel revient pour réamarrer la proie. Donc la proie se dit, tu vois bien que ça marche, donc je vais rester. C'est ce cycle qui retient Tony. Elle pense que Giorgio va changer. Elle lui donne encore une chance, encore du temps, pour qu'il devienne celui qu'elle pense qu'il peut devenir. Je pense qu'il faut que tu sauves ta peau, quoi. Hein? J'ai pas attendu toutes ces années pour faire un enfant et me casser au moment où enfin je vais avoir une famille. Tout type d'agresseur peut avoir des jours où il se montre aimant, attentionné et prévenant. Dans ces moments-là, vous pouvez avoir l'impression que son problème a enfin disparu et que la relation va retrouver son idylle initiale. Cependant, les abus finissent toujours par revenir, à moins que l'agresseur n'ait réglé son problème. Et on ne parle pas de problème d'alcool, d'addiction ou de colère. On parle du problème d'exercer des violences contre sa partenaire. Question. Do men ever change? Men ever change? Yeah, do they ever grow like they say they will? Never. Thank you for clarifying. Do men ever change? No. I don't think so. Do men ever change? I'm not kidding. No, they don't. They don't? Do men ever change? No. Loud and clear. Loud and clear. Il y a aussi le facteur sexuel. Quand les hommes abusifs ne sont pas violents dans leurs pratiques sexuelles ou carrément violeurs, ils ont tendance à être de bons amants. Beaucoup de femmes ne quittent pas leur partenaire abusif car les moments d'intimité sont souvent les seuls bons moments qui restent dans leur relation. Et ces moments joueront un rôle lorsqu'elles hésiteront à leur redonner une autre chance. Et on le voit dans la relation entre Tony et Giorgio. On sait que leur amour est passionnel et intense. Les nombreuses scènes de sexe nous le montrent. Et c'est justement tout ce qu'il leur reste lorsqu'elles traversent des phases de quasi-rupture. Après la naissance de leur enfant, Tony est épuisé et isolé, alors que Giorgio s'absente pour faire la fête. Et elle ne partage plus rien, sauf des moments où il revient uniquement pour avoir des rapports sexuels. L'intimité devient alors leur unique espace de lien. Le seul vestige d'une complicité qui, en dehors du lit, a presque disparu. Mais Bancroft met en garde. L'orientation sexuelle de l'agresseur est probablement égocentrique. Pour lui, le sexe concerne avant tout ses propres besoins. Il peut faire des efforts pour donner du plaisir à sa partenaire, mais probablement pas parce que sa satisfaction ou le partage d'une expérience mutuelle sont importants pour lui. Il s'investit pour qu'elle atteigne l'orgasme afin de pouvoir se considérer comme un excellent amant. Il a tendance à avoir peu de liens sincères avec sa partenaire, car un homme ne peut pas se sentir vraiment proche d'une femme qu'il maltraite, même si sa partenaire peut s'attacher à lui par le biais du lien traumatique. On reproche souvent aux femmes d'abus de rester ou de retourner auprès de leurs abuseurs. Mais ce n'est pas si simple. Chaque femme a ses raisons. Peut-être qu'elle n'a pas les ressources nécessaires, peut-être qu'elle n'a nulle part où aller, peut-être qu'elle pense qu'elle ne mérite pas mieux, ou peut-être qu'elle l'aime encore. What do you need to leave a relationship that's not abusive? What do you need? You need to believe that you deserve better. You're usually going to need money because living separately is usually going to cost more. Almost always going to cost more than living together. You're going to need to have some sense of your own attractiveness because no one wants to end a relationship believing that that means they're going to be single forevermore. Like, I'm leaving this relationship in order to never be with somebody again. You really need social contact because the decision to leave a relationship is complicated. People do that by talking with their friends and relatives and therapists and whoever they have in their life to talk to about the decision because it's a tough decision. You need the belief that you are someone who can manage life on your own. So you need some level of self-confidence to believe, oh, I'll be able to get my own place and if I haven't been working that much, then I'll be able to work more hours or, a sense of that you can. So these are the things anybody needs to leave any relationship, are exactly the things abuse takes away from you. So I always say the main obstacle to leaving an abuser is the abuse. And people commonly in the public look at this backwards. They think it would be easier to leave a relationship because of abuse than to leave a relationship for the other reasons why we leave relationships. But that's 180 degrees wrong. It's much harder to leave because of abuse than because of the other reasons why we leave relationships, because the abuse takes away the key elements that I just went over that you need to leave a relationship. Tony ne reste pas parce qu'elle ne voit rien.
Elle reste parce qu'elle pense n'avoir aucune alternative. Giorgio suit les étapes classiques de l'emprise. Séduction, déstabilisation, isolement, rupture. Et chaque retour devient plus destructeur. Ce que rappelle Bancroft aussi dans son livre, c'est que les hommes abusifs ont un historique de violence sur leurs compagnes actuelles comme anciennes. Je ne l'avais jamais vu avant, mais les similitudes entre les trajectoires d'Agnès et Tony sont frappantes. Agnès est d'abord présentée comme vulnérable mentalement et folle de Giorgio, addict aux médicaments. Mais Tony aussi va suivre ce même chemin. Toutes les deux se retrouvent sous antidépresseurs, toutes les deux vont tenter de se suicider, toutes les deux sont aimées puis détruites par Giorgio. Et ça, c'est pas un hasard. Cette dynamique rappelle aussi l'affaire Christina Radi, l'ex-épouse de Bertrand Cantat. Le 24 juillet 2025, le parquet de Bordeaux a rouvert une enquête sur d'éventuels faits de violence volontaire commis par Cantat avant la mort de Radi, retrouvée pendue chez elle en 2010. Cette décision fait suite à la diffusion du documentaire Netflix qui présente des témoignages inédits. Certains parlent de suicide forcé, l'idée que la pression psychologique constante, voire la violence conjugale invisible, peut conduire à un acte fatal quand la victime ne voit plus d'échappatoire. Ces éléments ne constituent pas encore une preuve judiciaire d'emprise, mais ils suffisent à alerter. Comme dans Mon Roi, où Giorgio exerce un contrôle dévorant, la vie privée de Christina Radi pourrait cacher une violence systémique. Donc évidemment, dans ce livre, c'est de cela que je traite. Bon, moi, je parle même de pop culture du viol. Et en fait, ça, on l'entend de plus en plus, heureusement, l'idée du continuum de la violence. Donc le fait que les plus grandes violences, si on veut, doit hiérarchiser, telles que le viol ou les féminicides, sont finalement autorisées par l'acceptation des plus petites violences, des violences qui arrivent avant. Et là-dedans, on peut ranger énormément de choses. Ce sont évidemment des violences physiques, d'autres types d'agressions sexuelles, mais ce sont aussi ce qu'on a pendant longtemps appelé des baisers volés, mais ce sont aussi des violences psychologiques, des violences économiques, des violences qui ont lieu dès les étapes de la séduction, ce que moi j'appelle les violences amoureuses en fait. Donc c'est un spectre qui est très très large. Et donc le cinéma, comme les autres arts, comme la publicité aussi, s'inscrit dans cette culture du viol et a largement contribué à la nourrir depuis son existence. Si Mon Roi est aussi troublant, c'est parce qu'il s'inscrit dans une tradition culturelle bien plus grande, celle de la romantisation de la violence masculine. Depuis des décennies, les peintures, le cinéma, les séries présentent la passion destructrice comme la marque d'un amour authentique. J'en ai parlé dans ma vidéo sur You, mais il y a aussi d'autres exemples. Dans Gossip Girl, Chuck Bass ment, manipule, agresse dès le premier épisode, mais son charme et sa vulnérabilité le sauvent. Dans 50 Shades of Grey, le contrôle de Christian Grey est déguisé en érotisme. Dans Twilight, Edward stalk Bella, la suit sans son consentement et s'est présenté comme de la dévotion. I don't have the strength to stay away from you anymore. La pop culture nous apprend à désirer les hommes violents, mystérieux et avec une part d'ombre. Les représentations du cinéma nous ont appris qu'il suffit d'insister, de plaquer contre un mur, d'embrasser de force, en gros d'être violent, et la personne cédera. Où on nous apprend, petite et ensuite ado, à dire non quand on a envie de dire oui, par exemple en se faisant désirer. En fait, ce sont des expressions qu'on entend beaucoup. Se faire désirer, le faire galérer. Est-ce qu'il t'a écrit ? Oui, alors ne lui réponds pas. T'as envie de le voir, t'as envie de l'appeler ? Oui, mais ne le fais pas. Donc en fait, on contrarie nos envies spontanées et nos envies de dire oui. On nous apprend, la société, à dire non. Non, parce qu'on crée de la tension. Pour faire monter quoi, la tension Il faut qu'il y ait, et ça c'est digne d'Hollywood, mais on le reproduit à chaque fois en fait dans nos vraies vies. On crée de l'obstacle, on crée un enjeu. Il faut que nos relations soient des challenges, soient difficiles, sinon à nos yeux elles n'ont pas d'intérêt. Je ne dis pas que les films et les séries nous ont entièrement façonnés, mais ils ont contribué à façonner nos attentes, nos désirs et nos seuils de tolérance. Comme l'a dit Oscar Wilde, la vie imite l'art plus que l'art imite la vie. Cette idée ne dit pas simplement que l'art reflète la réalité, elle suggère que l'art façonne notre perception du réel. Nous finissons par lire nos vies à travers les images que la fiction nous a apprises, comme l'idéal de l'amour passionnel, l'idéal de l'homme dangereux mais séduisant, l'idée que la jalousie est une preuve d'attachement, que la souffrance fait partie du lien amoureux. Autrement dit, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais à travers les formes que l'art a installées en nous. Et c'est pour ça que des comportements objectivement abusifs sont interprétés comme des gestes de passion. La culture enseigne aux hommes à confondre amour et domination. Putain, je te jure, c'était trop bon. C'était comme dans les films, je te jure, c'était... Tu vois, au début, elle était là, genre... Non. Puis après, oui. Ah oui. C'était incroyable, je savais même pas que ça existait comme ça. Et aux femmes, à voir la souffrance comme la preuve d'un lien vrai. T'as parlé un peu avec des couples qui sont encore ensemble, qui sont restés très longtemps ensemble, et alors comment ils sont encore ensemble à ton avis ?
Ils n'ont pas surmonté des tromperies, ils n'ont pas surmonté si, des les doutes, tromperies, ils n'ont mais- pas surmonté de la drogue, ils ont tout surmonté Si, puisqu'ils si. sont encore ensemble. Mais c'est au Maintenant, bout- les couples, ils se séparent comme ça. Dès qu'il y a un petit souci, Non, allez mais hop, c'est- on se sépare. non, Il y a un enfant, allez hop, on se Non, mais sépare, puis tu on dis en pas fait que un vous autre, êtes puis ensemble. de toute façon, on se Non, sépare parce que encore et vous on se êtes sépare séparés. comme Tu n'y arriveras pas. C'est fini. Si, j'y arriverai. Non, tu n'y arriveras Si, j'y pas. arriverai, C'est tu tout te verras. mettre dans la Si, trompe. ah bon, tu verras si j'arrive pas. Je te dis. Parler de Mon Roi, c'est aussi parler du regard de Mai Wen. J'aime beaucoup ses films, en vérité, mais pas toujours ses choix. Sa méthode de travail repose sur une mise à nu émotionnelle. Mai Wen, elle n'aime pas qu'on dise son texte. On le dit, hein, on commence la séquence, voilà, alors ça commence là et ça finit là, et on dit le texte, mais ça l'ennuie, elle se fait chier, elle connaît, elle l'a écrit. C'est pas ça qu'elle veut entendre. Elle, ce qu'elle veut, c'est que ça dérape. Elle veut que tout d'un coup, la scène qu'elle a écrite la surprenne à nouveau. En fait, je pense qu'elle voulait qu'on ait aucun repère et aucune béquille, en tout cas, de texte. Et qu'elle a toujours cette impression, quand on dit un texte qui est écrit, on est moins naturel que si on improvise. Le résultat de tout ça, c'est qu'on peut partir dans des impros qui partent de la séquence écrite, mais où en fait il peut y avoir des digressions, on ne sait pas vraiment où ça va finir. Et donc il y a un moment où on fournit avec des choses de son vécu, concrètement. On défend son point de vue d'homme, dans cette situation, son point de vue de femme pour Emmanuel. Finalement, ce qui va être dans le film va durer 1 minute 27, exactement comme dans le script, sauf que c'est une espèce de concentré, de longues prises, de longues impros dans lesquelles, à force, on a fini par révéler des choses de soi, de la nature humaine, dirons-nous. Et je pense que ça fait la particularité des films de Mai Wen. Ouais. Dans l'histoire du cinéma, la frontière entre authenticité et abus a souvent été franchie. Maria Schneider a été violée par Marlon Brando et le réalisateur Bernardo Bertolucci devant la caméra lors du tournage pour Le Dernier Tango à Paris. Ok, donc une scène de viol, mais scène de viol, c'est pas le bon mot puisque c'est plus un véritable viol qui s'est déroulé, ou en tout cas une agression sexuelle, quelque chose qui était absolument pas consenti et que Maria Schneider ne pouvait pas anticiper, puisque Bertolucci et Brando s'étaient mis d'accord pour ne pas la tenir au courant de ce qui allait se passer pendant cette scène-là. Et ce qu'a raconté après coup Bertolucci, c'est que ce qu'il avait voulu, c'était saisir l'humiliation et la rage de Maria Schneider. Il voulait pas qu'elle joue la souffrance et la terreur, il voulait vraiment saisir quelque chose de réel sans se soucier des conséquences, puisque, et c'est aussi l'histoire du film, elle est ressortie de ce tournage complètement traumatisée, et vous racontez ensuite sa descente aux enfers. J'ai récupéré le scénario du Dernier Tango, le scénario qui était sur le plateau de tournage. Et on voit bien que cette scène n'est pas écrite. C'est le scénario de la script que j'ai récupéré et on voit la script qui annote sur le côté en fait le changement de la scène. Et c'est vrai que pour moi en fait la question du film c'est jusqu'où va l'art en fait. Et pour moi là il y a plus d'art parce que quand on est réalisateur, la direction d'acteur c'est tout à fait c'est passionnant. Et à partir de là, quand on trahit comme ça, il n'y a plus de direction d'acteur. Kubrick a brisé psychologiquement Shelley Duvall sur le tournage de The Shining. Tarantino a serré lui-même la chaîne autour du cou d'Uma Thurman pour plus de réalisme. Et je comprends que Cassel ne soit pas d'accord avec les femmes qui lui disent que son personnage est un pervers narcissique, car ayant mis du personnel dans son interprétation, cela reviendrait dire qu'il est lui-même un pervers narcissique. Et bien que ce terme soit un peu devenu un terme parapluie qui ne veut plus rien dire s'il n'est pas spécifié, il décrit quand même des comportements qui démontrent des mécanismes d'emprise et de violence. Dans une interview, Mai Wen raconte comment Cassel a voulu défendre le personnage de Giorgio, car sur le papier, il se lisait comme un salaud. Mais pour moi, ça reste un salaud à l'écran. Peut-être qu'il est plus nuancé, plus humain, moins un archétype que dans le scénario, je sais pas, je l'ai pas lu, mais son humanité n'excuse pas ses comportements toxiques et manipulateurs. Et puis bon, pardon, mais Cassel, il peut penser ce qu'il veut, je n'ai pas de leçon de morale à recevoir d'un homme qui persiste à sortir avec des femmes qui ont 30 ans de moins que lui. Disgusting! Ce qu'il faut rappeler, c'est que Mon Roi parle d'un couple hétérosexuel, blanc et privilégié. Giorgio a son restaurant, Tony est avocate. Et elles vivent tous les deux dans un confort matériel évident. Oh la vache. Oh la vache. J'ai cherché des films qui montrent des femmes racisées victimes de violences conjugales ou des couples lesbiens ou homosexuels, j'en ai trouvé que très peu. Les violences conjugales touchent toutes les couleurs de peau, tous les milieux, et aussi bien les couples hétérosexuels que LGBTQIA+.
Les enquêtes américaines montrent que les femmes lesbiennes, et surtout bisexuelles, déclarent des taux très élevés de violences intimes. 61,1% des femmes bisexuelles rapportent des violences dans leur vie. De plus, certaines formes d'abus sont spécifiques aux minorités sexuelles. Menaces d'outing, exploitation de la stigmatisation sociale, réponse inadéquate des services. Autant d'obstacles supplémentaires qui renforcent leur invisibilisation. Dans beaucoup d'œuvres, les femmes racisées ne sont presque jamais montrées comme victimes d'emprise psychologique. On les montre comme des personnages forts, stéréotypés, toujours solides, comme si elles encaissaient tout naturellement. Cette absence de représentation nourrit aussi une idée fausse, que la violence conjugale serait culturelle, cantonnée à certaines communautés non blanches, alors qu'en réalité, elle touche toutes les classes sociales et toutes les origines. This is a lot of why the better educated, more upper class abuser gets away with even more, is because he covers it better. He very often uses lower levels of physical violence. He uses violence, that's really what defines him as a batterer, but he's using lower levels of physical violence because he's got so many other tactics and weapons at his disposal, from his financial power and from his social connections. He has a lot of ways to really frighten her that don't have to involve putting his hands on her. But then that means he's much less likely to be defined as a batterer, even though I would look at that history and say, well, that's clearly a batterer. He's putting her in physical fear all the time. He may not be doing it with his own body, but he's always threatening her with physical harm. So the ability to cover things up is increases as you go up the socioeconomic ladder. Parce que n'oublie pas que t'étais sous cacheton quand t'étais enceinte, hein. Et les crises que t'as pétées à répétition devant lui. Tu te rappelles? Alors moi les témoignages vont en avoir. La garde, tu vas la perdre. Alors ça, toi de ton crâne une fois dans ta vie. T'as besoin de te faire... Qu'est-ce que t'as fait toi pendant des années sur moi? Qu'est-ce que t'as fait pendant des années sur moi? T'es jamais touché. Eh ouais, tu m'as porté la médaille du mec qui m'a jamais touché. Ça va. Et la maltraitance psychologique que t'as fait sur moi, tu crois que ça fait pas plus de mal que n'importe quel coup de poing? Les études sociologiques montrent d'ailleurs que les femmes immigrées ou racisées vivent souvent des violences dans des conditions encore plus difficiles. Isolement, précarité financière, difficultés avec la langue, tout cela réduit leur marge de manœuvre et leur accès aux aides. Une enquête de l'INED souligne aussi que l'instabilité administrative ou résidentielle augmente le risque de violences sexuelles après la migration. Les associations rappellent que les femmes étrangères victimes doivent affronter des obstacles liés à leur statut, ce qui freine leur prise en charge. Le centre Hubertine Auclair dit la même chose dans son rapport sur la protection des victimes. Il pointe des biais dans l'évaluation du danger et dans la manière dont les plaintes sont recueillies, surtout quand les victimes sont marginalisées ou en manque de ressources. Une étude menée en Île-de-France montre que l'accès au logement, au soutien et au suivi est souvent beaucoup plus compliqué pour elles, ce qui rend la sortie des violences encore plus difficile. Le documentaire A Better Man le rappelle très clairement. Les violences contre les femmes racisées prennent souvent une dimension raciste supplémentaire. The way you called me ugly, a packy. You had 1,000 ways to say how deserving I was of being hit, spit on, made fun of because I was brown. There are some hurts that stay deep and hidden in the body. À tout cela s'ajoute la pornographie, qui joue un rôle énorme dans la racisation et déshumanisation des corps et la banalisation des violences. Les femmes y sont souvent représentées en adéquation avec l'état d'esprit des hommes abusifs, soumises, disponibles, réduites à leurs organes sexuels. Le porno montre aussi une représentation des femmes étant sexuellement excitées par les insultes, la brutalité, la violence, voire la torture. Ces insultes dégradantes sur leur corps, ces blagues sur le viol, alimentent les mentalités misogynes. Un grand pourcentage de femmes maltraitées déclarent avoir été contraintes à une ou plusieurs reprises de se comporter comme les femmes dans la pornographie, souvent au point de jouer un scénario spécifique que l'homme trouve séduisant, mais qu'elle trouve répugnant, effrayant ou violent. Les agresseurs modèlent ainsi parfois directement leur intérêt sexuel sur des histoires ou des images tirées de la pornographie. Le rapport du Sénat Porno, l'enfer du décor montre comment les catégories racistes, interraciales, beurettes et bonnies, hypersexualisent et déshumanisent les femmes non blanches. Le Haut Conseil à l'égalité explique que la grande majorité des vidéos montrent des violences non simulées et que les femmes racisées y apparaissent surtout comme des objets sexuels. La Fondation Cell ajoute que certains contenus utilisent carrément des hiérarchies raciales, avec des scènes explicitement racistes, des corps racialisés hypersexualisés et des abus mis en scène dans une dimension raciale. Quand la pornographie réduit les femmes racisées à des objets, elle rend leur récit des violences conjugales moins crédible aux yeux de la société. On les voit d'abord comme des corps disponibles, pas comme des victimes légitimes. Ce double mécanisme, stigmatisation et invisibilisation, crée un silence énorme autour des violences qu'elles subissent. Et il ne faut pas oublier que le porno, c'est une industrie capitaliste, raciste et patriarcale, qui cherche avant tout à rendre les utilisateurs accros. Plus les gens consomment, plus les contenus deviennent extrêmes, plus violents, plus dégradants.
Ce glissement alimente ensuite des comportements où certains hommes cherchent à reproduire ce qu'ils voient à l'écran dans leur vie réelle. Why would you grab me like that? I couldn't breathe. I don't know, I thought you liked that. Why the fuck would I like that? Bancroft explique que les hommes abusifs doivent faire un travail énorme sur eux-mêmes pour vraiment changer. Et même là, c'est long. Ça peut prendre des années, parfois des décennies. Il rappelle aussi que beaucoup utilisent ce qu'ils apprennent en thérapie pour se dédouaner, pour détourner leurs responsabilités ou même continuer leur violence, mais d'une autre manière. When I wrote Why Does He Do That, why I called the subtitle Inside the Minds of Angry and Controlling Men is because those of us in the field had decided years earlier the problem turns out to be much more in his mind than in his heart. So you made reference to how these programs are different from therapy, and that's because their primary focus needs to be on changing values and attitudes, not on changing his emotional makeup. His emotional makeup is not necessarily any different from a non-abusive guy. So our standard joke in the field is if you send an abuser to therapy and you find a particularly good therapist and the therapy goes particularly well, he'll be a happy abuser when he's done. And that's what you will have accomplished. He'll be a happy, well-adjusted, he'll be enjoying his own life more. Dans A Better Man, Atia Khan revient 20 ans après sur ce qu'elle a subi des mains de son ex, Steve. Elle lui parle face caméra, lui pose des questions directes sur ce qu'il lui a fait et raconte son vécu de ses abus. Ce qui marque dans ce documentaire, c'est la manière dont Steve l'écoute. Il ne la coupe pas, ne minimise pas, ne change pas de sujet, ne se fait pas passer pour la victime. Il assume. Pour la première fois depuis 20 ans, il ne cherche pas à imposer ses envies et ses besoins à Atia. Il reconnaît sa souffrance pour qu'elle puisse enfin avancer. Mon roi ne raconte pas l'histoire d'un amour fou. Il part d'un homme qui répète des comportements abusifs et qui enferme sa partenaire dans un cycle d'emprise. Même si la dernière scène entre Tony et Giorgio est douce, même s'il reste de la tendresse, ça n'efface rien. L'amour ne justifie pas la manipulation, l'humiliation ou les abandons. L'amour n'est pas censé te casser, ni te rapetisser, ni t'isoler, ni te rendre malade. L'amour, c'est censé te faire du bien. C'est se respecter, s'écouter. Parfois, aimer, ça veut dire se séparer, si c'est ce qui permet d'être libre. Si je devais choisir un rôle dans cette histoire, je me reconnaîtrais dans celui du personnage de Louis Garrel, celui qui observe et qui met des mots, celui qui refuse de romantiser ce qui détruit. Il n'est pas parfait parce qu'il a tendance à faire la morale à Tony au lieu d'être simplement présent pour elle. J'ai l'impression d'être un espèce de perroquet qui répète la même chose depuis je sais pas combien de temps. Sauf que elle se réveille jamais, quoi. Avec quelqu'un sous emprise, il ne faut pas brusquer, juger ou presser. Il faut écouter, laisser de l'espace, accompagner sans rajouter de culpabilité. La place des proches est essentielle, surtout quand la personne est isolée. C'est en étant là, sans forcer, qu'on l'aide vraiment. La personne constate que le couple dysfonctionne. Elle finit par se dire qu'elle n'est pas forcément, c'est pas forcément de sa faute, ce qu'elle croit au début, qu'il y a autre chose. Du coup, elle va se mettre à chercher. Et aujourd'hui, Dieu soit loué, la ressource est disponible. Il suffit de taper 3 mots sur un moteur de recherche pour tomber sur de la ressource. Voilà. Mais on n'a pas envie forcément de voir. Alors, voilà. Alors souvent, on voit puis on oublie, on voit puis on oublie, on voit puis on oublie le nombre de patients qui on veut pas s'être trompé. On veut pas s'être trompé et puis on n'y croit pas. On n'y croit pas parce que quand on a des souvenirs avec la personne, quand on a des souvenirs de moments extraordinaires avec la personne, quand on a construit avec la personne, quand on a des enfants avec la personne, c'est très difficile de se dire c'est foutu. Il faut avoir en tête que c'est à peu près la même chose, c'est à peu près les mêmes mécanismes qu'une personne qui est dans une secte en fait. Une personne qui est sous emprise, c'est comme une personne qui est dans une secte, mais une secte individuelle on va dire. Donc l'idée c'est d'écouter, d'accueillir, d'être là, quelquefois d'être là pour des choses très superficielles, aller faire du shopping, aller boire un café, parler du temps, voilà, pas forcément parler de la profondeur, voilà. Être là, pour être là au moment où la proie commence à raconter. Et alors une chose très importante à faire quand la proie commence à raconter, c'est se taire. Écouter, se taire. Et je rappelle qu'on écoute avec les oreilles, pas avec la bouche, se taire. Voilà. Ou dire très peu, ou faire quelques commentaires non verbaux, mais c'est tout. Être là au moment où la proie a matériellement besoin d'aide. Je suis partie, est-ce que je peux venir avec les enfants dormir chez toi? Voilà, donc être prêt à se pousser du salon pour laisser la proie dormir là. En fait, il y a 2 écueils à éviter quand on est l'entourage. Le premier, c'est l'écueil du déni, mais non, il est charmant, c'est toi qui es vraiment une emmerdeuse. Et l'écueil de la pression. Quitte-le, je te dis de le quitter, quitte-le, jamais. C'est un accompagnement en fait qu'il faut faire. C'est un accompagnement
avec une infinie patience, une infinie bienveillance. Voilà, et la capacité à supporter des récits qui radotent. Je vous mets à la fin de cette vidéo des ressources si vous êtes témoin ou victime de violences conjugales. Il y a plein de choses que j'ai pas évoquées, mais je voulais surtout me concentrer sur le film Mon Roi et mon interprétation. Encore une fois, c'est mon avis. Mai Wen a dit elle-même que beaucoup de personnes lui racontaient des interprétations différentes sur ce film. Je serais curieuse d'avoir vos avis en commentaire d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. En attendant, voici mes punchlines préférées du personnage de Solal. Allez, bye! Non, s'il te plaît, non. Alors moi, mon truc dans la vie, c'est de me faire plaisir à moi-même. Donc, je fais rien, parce que c'est mon plaisir. Je veux dire, là, t'es triste, mais, parce qu'il y a un mais, t'es seul et t'es tranquille. Un jour, il sera avec une autre femme au mariage, elle dira, non, mais tu comprends, il a besoin de se marier une deuxième fois pour comprendre son premier mariage. C'est quoi ça? C'est mais calme. Attends, donc lui, il se prend de la cam, et c'est toi qui te soignes, avec des calmants. Le baby-foot, adolescent tardé. Avec le temps va, tout s'en va. On se sent blanchi par les années perdues. On est seul, mais peinard. Bye! Bye!